Bonjour à tous, je suis vraiment enchanté d'introduire la présentation de ce livre. Et je suis enchanté parce que ce livre présente des idées pour lesquelles Jean-Michel Pou s'est battu pendant de nombreuses années, on l'a vu avec l'histoire de Delta Mu. Et je suis heureux de lui rendre hommage aujourd'hui, déjà dans un premier temps, parce que je sais à quel point c'est très très difficile de faire passer des pratiques nouvelles dans les mœurs. Et surtout quand on est face à ces habitudes, face au conservatisme, disons, de ce qu'on a appris et de ce qu'on sait faire. Alors, évidemment, la question qui se pose quand même, c'est qu'est-ce que vient faire un statisticien, à moi, qui est absolument pas métrologue, dans cette histoire. Alors, j'avais l'intention de répondre à cette question en vous présentant un exemple. Je ne sais pas jusqu'à quel point je vais vous le présenter, parce que je pourrais faire des heures. Et je vais peut-être éventuellement vous raconter une anecdote. Alors, cet exemple, pour répondre à cette question, qu'est-ce que vient faire un statisticien dans cette histoire? En fait, il a pour but d'illustrer ce qui me semble être l'idée générale du livre, c'est-à-dire ce qui chapeaute véritablement tous les développements et des chapitres du livre. À savoir que j'ai symbolisé ici, qui dit, et d'ailleurs Christophe l'a dit tout à l'heure, qui dit mesure dit décision. J'ai mis un signe égal entre les deux, en réalité c'est une correspondance, mais il y a beaucoup plus important que ça. Le plus important, c'est ce qui est au-dessus, c'est que celui qui devrait être garant de cette correspondance entre la mesure et la décision, et Jean-Michel donnera des précisions sur cette correspondance tout à l'heure, dans différents champs d'application, c'est le métrologue. Ça, c'est véritablement quelque chose qui est, à mon sens, quelque chose qui n'est pas suffisamment dit. Vous avez une importance cruciale dans ce rapport-là, et comme disait Christophe tout à l'heure, ce n'est pas simplement la mesure au sens de l'instrument qui compte, c'est véritablement le lien et cette correspondance qu'il y a entre les deux. Alors, avant d'éventuellement développer l'exemple que j'ai pris pour illustrer cette relation, mais encore une fois qui sera développée plus en avant par Jean-Michel tout à l'heure, alors je vais vous raconter une anecdote qui me semble intéressante pour comprendre ce que fait un statisticien ici. J'ai entamé mon activité de statisticien dans le groupe PSA il y a à peu près un peu plus de 13 ans maintenant. Et quand je suis arrivé dans le groupe, il y a un responsable qualité qui vient me voir et qui me dit écoutez, on est vraiment content de vous voir parce que, vous comprenez, on a 450 méthodes d'essai là, dans nos différents laboratoires, enfin, dans le groupe, et il faut qu'on calcule nos incertitudes. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer ce qui passe dans la tête d'un statisticien quand on lui parle de calcul d'incertitude. Il se dit, on m'a recruté pour calculer 450 écarts types. Et là, évidemment, je me dis, ça va être un petit peu réduit. Bon, mais je suis jeune, donc je ne dis rien. Puis vous savez, un statisticien, c'est quelqu'un d'un peu particulier, hein, vous le savez, vous savez que... Donc en fait... Là, c'était la période de bizutage, donc je me dis, je vais quand même pas tout de suite dire, attendez, voilà pour calculer les écarts types. Et donc, j'ai été sur le terrain. J'ai été voir ce que les gens faisaient, c'est-à-dire, j'ai été voir leurs méthodes d'essai, je les ai étudiées, j'ai regardé comment ils faisaient, j'ai interrogé les gens, pour me rendre compte que leur seul problème de calcul d'incertitude qu'ils avaient, c'était pour faire plaisir à un auditeur, parce que ce n'était pas du tout ça leur problématique. Ce n'était pas de calculer des écarts types. Leur problématique, c'était de savoir si leur méthode d'essai valait quelque chose. Si leur méthode d'essai pouvait permettre de donner des résultats signifiants vis-à-vis, effectivement, des contextes dans lesquels cette méthode d'essai était utilisée. Et évidemment, c'est un tout autre travail. Donc, je suis passé d'une situation où j'avais des calculs d'écart type à faire à une situation où il fallait que je donne une démarche de validation, de preuve que les méthodes d'essai qui étaient utilisées permettaient effectivement de faire ce pourquoi elles étaient faites et savoir si effectivement elles étaient suffisamment fiables et elles nous permettaient de prendre des décisions robustes. Alors, vous savez, un académique, moi je suis un académique, hein,
fait des études, donc j'ai été regarder ce qui se faisait, c'est le premier réflexe. On va essayer de regarder ce qui se fait, et ce qui se fait en métrologie, ça tous les métrologues dans cette salle le connaissent, on va lire le GUM. Le GUM 1, je ne parle pas des autres, je parle uniquement du 1. Alors, là, évidemment, je vais vous avouer un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire que j'ai lu le GUM, et un statisticien qui lit le GUM, il n'est pas convaincu. Il est vraiment pas convaincu. Alors, je ne l'ai pas mis à la poubelle, alors depuis j'ai vieilli, donc j'ai modéré mon propos. Non, le GUM, c'est pas mal, je vous assure, d'ailleurs vous trouverez un chapitre dedans dans le livre, c'est un truc sympa. Et en fait, évidemment, quand vous mettez un peu à l'écart ce qui représente une Bible pour le métrologue, pour faire ces fameux calculs d'incertitude ou prouver quelque chose, eh bien, il faut que vous inventiez, disons que vous proposiez quelque chose d'autre. Alors, j'ai utilisé les connaissances que j'avais, j'ai rien inventé, en fait, j'ai juste utilisé ce que je savais, et j'ai essayé de l'appliquer dans le cadre de la métrologie industrielle, enfin de l'industrie, et j'ai proposé une méthode qui s'appelait à l'époque validation d'un processus de mesure, justement pour répondre à la question dont je vous parlais. Et alors quel est le lien avec cette anecdote, avec ce pourquoi je suis là aujourd'hui, vous allez comprendre, c'est qu'évidemment, j'ai osé présenter cette méthodologie, je dirais, dans une conférence organisée par le Collège français de métrologie, où il y avait Jean-Michel dans la salle. Je ne connaissais pas à l'époque, donc je présente même. Et puis il vient me voir à la fin. Il me dit bonjour. Alors c'est quelqu'un d'enflammé, hein. Pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un d'un passionné, c'est quelqu'un qui a des idées à la seconde, un type vraiment formidable. Et il me dit, écoute, alors il me dit c'est pas mal, mais enfin il me dit bonjour, mais enfin rapide. Il me dit, on a un problème, enfin on est en train de monter un groupe de travail là entre métrologues, mais on n'a pas de statisticien sous la main, il nous en faut un. Et donc, effectivement, je lui ai répondu oui, et puis voilà le résultat. Vous voyez, c'est pour ça que je suis un peu devant vous aujourd'hui. Et évidemment, il ne savait pas à quoi il s'exposait, et c'est pour ça que, je crois, nous vous a prévenu que ça pouvait être un petit peu difficile. L'exemple, pour illustrer, c'est le fameux Eureka, vous savez, d'Archimède, qui sort de son bain, tout nu, tout ça, et puis qui crée Eureka. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, cette petite histoire, c'est, il y a un roi qui demande à un orfèvre de réaliser une couronne, donc il lui donne une masse en or, il demande à l'orfèvre de réaliser la couronne, l'orfèvre réalise la couronne et la masse d'or initiale sont pesées, ça correspond à la même chose, donc a priori pas de problème, a priori. Mais le roi a un doute, et le doute qu'il a, c'est le fait qu'il trouve que la couronne n'est pas très éclatante, si vous voulez, et donc il dit quand même, faudrait quand même qu'on vérifie si véritablement l'orfèvre il n'a pas grugé, c'est-à-dire il n'a pas récupéré de l'argent. Et là, il a une chance extraordinaire quand même, le roi, c'est qu'il a un génie sous la main. Tout le monde n'en a pas, c'est Archimède, et il lui demande, est-ce que tu ne pourrais pas me prouver que l'orfèvre, là, il m'a pas grugé. Alors, il faut bien comprendre que là, la décision, alors c'est quoi le sous-jacent de ça? Le sous-jacent de ça, c'est que vous savez que deux matières distinctes qui pèsent la même chose n'occupent pas nécessairement le même volume, et donc la problématique qui est posée dans cet exemple-là, c'est comment déterminer le volume de la couronne, que si elle n'est pas faite d'or, elle n'aura pas le même volume que si elle était faite uniquement d'or, alors que la forme géométrique étant ce qu'elle est, comment je fais pour avoir le volume de cette couronne, alors que je ne vais pas pouvoir, évidemment, c'est pas comme si j'avais un cube, si vous voulez, où je pourrais calculer le volume du cube avec des arguments purement géométriques. Alors, le problème de décision là-dedans, c'est quoi? Parce que n'oubliez pas que j'essaye d'illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la correspondance entre décision et mesure. Le problème de décision, en tout cas la conséquence de la décision, c'est quand même la tête de l'orfèvre. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en gros, il risque sa tête. Alors comprenez bien, je vous ai dit, c'est un roi quand même. Donc, s'il a des milliers d'orfèvres sous la main, qui sont aussi bons les uns que les autres, à la limite, il peut lui couper la tête sans aller chercher midi à 14h, vous voyez, et, parce que d'abord ça fait de la couleur, et puis ensuite ça dissuade éventuellement les autres de gruger, même s'il n'a pas grugé le premier, vous voyez.
C'est très important ce que je dis. C'est-à-dire que la décision, ça a un coût dans un contexte donné. La décision, ça a un coût dans un contexte donné. Si l'orfèvre, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et qu'il est bon, il va s'y prendre à 2 fois quand même, le roi, avant de lui couper la tête. Donc, il va s'intéresser à essayer de se donner une preuve supplémentaire que il a triché ou pas. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais alors vous contredisez complètement ce que vous nous avez dit tout à l'heure, parce que vous nous dites mesure décision. Là, je vous parle de décision, je vous parle de conséquence d'une décision, c'est-à-dire la tête de l'orfèvre, et je vous parle d'un contexte et d'un coût. Où est la mesure? Elle est où, la mesure? Ben, la mesure, c'est le jugement du roi. C'est ce qu'il voit. La couronne n'est pas assez éclatante, et ça lui suffit. On appelle une mesure subjective. Vous allez voir à quel point votre métier est intéressant par rapport à ce que je vais dire après. Alors, je voudrais créer dans cette salle une certaine compassion pour l'orfèvre. Donc, on va supposer qu'il est bon, supposer qu'il n'est pas trop mauvais, et on va se dire qu'il faut vraiment aller chercher l'information. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher le volume de cette couronne. Alors, la première étape, c'est qu'on a un génie sous la main qui nous dit qu'on peut aussi penser dans sa baignoire. Et le principe d'Archimède, il est là. Alors, je ne vais pas le détailler, je vais pas vous relire ce qu'il y a là-dessus. Ce qu'il faut simplement voir, c'est que voilà, vous avez une balance. D'un côté, vous avez la masse d'or, de l'autre côté, vous avez la couronne. Elle pèse le même poids dans l'air. Si vous les mettez dans l'eau et qu'il y a un déséquilibre qui se fait, c'est ce qu'il y a à droite, en bas à droite, eh bien, s'il y a un déséquilibre, ça veut dire que le volume de la couronne, ce n'est pas le même volume que la masse d'or qu'on lui a donnée. Là encore, on peut s'arrêter là. Je regarde, je vois une balance, c'est pas équilibré. Bon, bah voilà, il a triché, paf, on lui coupe la tête. Là encore, on est sur une mesure subjective, à la limite. Le roi, alors là, on n'est plus dans un autocrate, on est dans un truc où il y a des juges. Regardez la balance, il y en a qui vont dire oui, machin. Mais on n'a pas de quantification. On n'a pas véritablement de quantification. Pas de quantification de ce que, éventuellement, l'orfèvre aurait pu prendre en or, et en remplaçant l'or par de l'argent, par exemple, pour pouvoir faire la couronne. Là encore, mesure subjective. Alors, la troisième étape, plus exactement la deuxième étape, c'est que si on veut quantifier, il faut formaliser. Alors c'est à ce moment-là que vous comprenez ce que Nuno disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je commence effectivement avec des formules comme ça, là, évidemment, les gens sont déjà un tout petit peu moins rassurés. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Simplement, il faut comprendre que même dans votre métier de métrologue, où vous avez des instruments, vous mesurez des choses, si vous n'avez pas de formalisation derrière, si vous n'avez pas de principe physique derrière, une connaissance véritable, eh bien, vous vous privez d'énormément de choses. Et, alors, c'est très simple, hein, vous avez une masse d'or qui est donnée, le epsilon, le petit e que vous avez en haut à droite, hein, en haut à gauche, pardon, c'est simplement le pourcentage que l'orfèvre a éventuellement à récupérer. Ça peut valoir 0, ça peut valoir 1%, 2%, 3%, on ne sait pas. Donc, il va récupérer a priori une partie de l'or qui va remplacer par de l'argent. Évidemment, si epsilon, par exemple, ça vaut 20%, ça veut dire qu'il y a 80% de la masse d'or qu'on lui a donnée qu'il va récupérer. Il va mélanger les choses, il va réaliser la couronne. L'intérêt d'avoir formalisé ça, c'est que vous pouvez calculer formellement le volume de la couronne en connaissant les ρ haut et ρ argent, c'est-à-dire les masses volumiques de l'or et de l'argent. Et ça vous permet d'avoir une relation, enfin, ça vous permet d'avoir une formule qui vous donne le volume de la couronne en fonction de deux connaissances, le pourcentage que l'on cherche de tricherie éventuellement de l'orfèvre et des masses volumiques, et des masses volumiques, effectivement, de l'or et de l'argent. Donc, effectivement, avec le petit schéma. Donc, la décision, quand on formalise, l'intérêt, c'est qu'on passe d'une décision qui se raconte littérairement, la décision, c'est de couper la tête de l'orfèvre, à une décision quantifiée qui est est-ce que epsilon est positif. Alors, j'ai mis epsilon strictement positif, mais en réalité, on aurait pu mettre 2%, parce que on peut se dire, justement, par rapport au coût du contexte de la décision dont je vous parlais tout à l'heure, on peut tolérer que, même si l'orfèvre n'a pas triché, il y a eu un peu de perte, etc. Donc, j'ai mis epsilon strictement positif, mais on pourrait parfaitement choisir que, si epsilon est strictement supérieur à 10%, on lui coupe la tête, sinon on ne lui coupe pas la tête. Le fameux objectif de 0 ou de 2%
va être lié à une analyse de coût dans le contexte entier. Donc vous voyez, c'est compliqué hein, quand même, c'est pas simple. Il y a un certain nombre de concepts à prendre en compte si on veut faire ce lien. On ne voit toujours pas la mesure, hein, vous n'avez toujours pas vu la mesure, vous avez vu que la décision. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Simplement, faisons une petite quantification concrète. S'il récupère 20% de l'or, le volume de la couronne moins le volume d'or, le volume or, c'est-à-dire le volume qu'on lui a donné, de l'or qu'on lui a donné, c'est 4,2 cm3. C'est 2 dés à coudre. Donc vous imaginez que voir 2 dés à coudre, ça ne va pas être très simple. Et c'est là qu'intervient votre métier et le processus de mesure. C'est là qu'intervient véritablement le passage d'une situation où je parle subjectivement, c'est-à-dire je prends une décision subjective, à une décision qui va être en quelque part, c'est discutable, mais objectivisée. Et elle va être objectivisée grâce à un processus de mesure que je ne vais pas vous détailler, mais que je vous mets sous les yeux. Évidemment, des processus de mesure, là, vous savez pertinemment qu'il y en a bien plus que simplement celui que j'ai sous les yeux. Celui que j'ai sous les yeux, il fait simplement écho que à ce que dit Archimède, à savoir, si vous plongez la couronne dans de l'eau, vous récupérez l'eau, vous pesez l'eau, comme la masse volumique de l'eau est 1 gramme par centimètre cube, eh bien, vous allez pouvoir avoir, grâce à ça, une information uniquement à l'aide de masse, vous allez avoir l'information que vous recherchez, c'est-à-dire le volume de la couronne, ou en tout cas le volume de la couronne sur la masse de la couronne, ce que j'ai écrit ici. Et vous voyez que la formalisation vous a permis à faire une chose, à savoir d'égaliser ce que vous permet la mesure via votre processus de mesure, c'est ce que j'ai encadré à gauche, et ce que vous avez à droite, c'est-à-dire ce que l'on déduit de la formalisation. Et évidemment, là, tout le monde est content. Enfin, en tout cas, le statisticien, le mathématicien est content parce qu'il se dit, bah, si effectivement j'ai fait ma mesure, j'ai mes valeurs, je peux en déduire epsilon et donc je peux prendre ma décision. Donc vous voyez bien là le lien qui existe entre mesure et décision, et là tout le monde est content, hein, n'est-ce pas? Ah oui, tout le monde est content. Alors c'est là que la smart métrologie va peut-être intervenir un petit peu, et c'est là que les choses vont se compliquer un petit peu pour vous, parce que pour l'instant je n'ai pas parlé de statistiques. Hein. Alors là, ça fait au moins 20 minutes que je cause, je n'ai pas parlé de statistiques, donc vous êtes bien, quoi. Normalement, vous êtes bien. Mais vous êtes des métrologues, et vous êtes des bons, vous êtes comme Lefebvre. J'ai oublié de vous dire, hein, toute ressemblance avec des événements ayant existé ou existant sur le marché du travail, hein, pour Lefebvre, c'est totale coïncidence. Et donc, revenons à nos moutons, simplement, donc vous êtes des métrologues, vous êtes bons, donc vous savez que vous commettez des erreurs. Vous commettez des erreurs, oui, enfin, c'est ridicule les erreurs que vous commettez, parce que vous mesurez juste, quoi. Vous allez obtenir une valeur du volume, là, et de la masse volumique de la couronne. Vous allez l'obtenir, cette valeur, elle va vous plaire. Vous allez dire, oui, voilà, c'est un petit ch'touillis, c'est pas exactement ça, on sait bien, mais il n'y a pas grand-chose autour. On est bon, quoi, on est bon. Alors, là, c'est la valeur qui compte. Voilà, et c'est là que je vais effectivement maintenant vous faire peur. Je suis vraiment désolé. Et pour ça, il faut que je vous parle de ce que permet un processus de mesure. Ce que permet un processus de mesure, c'est un accès à l'information. Vous accédez à l'information du volume de la couronne. Vous accédez à l'information du volume de la couronne et la représentation simple. À gauche, vous avez la représentation, vous avez un graphique qui vous représente la masse et le volume. La représentation de la mesure juste, c'est vous avez une couronne, vous avez une masse d'or, s'il y a une différence entre les deux, on coupe la tête de l'orfèvre. Ça, c'est la vision purement déterministe. La vision du milieu, c'est la vision que vous avez. C'est-à-dire que l'accès à l'information dans la vision de gauche, c'est un nombre. C'est exactement ce que disait M. Nordon tout à l'heure. D'accord? J'ai un chiffre. Dans la deuxième représentation, vous avez des intervalles. Ça, vous connaissez bien. C'est la fameuse erreur, l'incertitude que vous mettez autour de votre valeur mesurée. Mais en réalité, c'est quoi? C'est toujours déterministe. C'est toujours deux nombres. Donc, vous représentez la notion d'erreur comme un manque. Finalement, moi, je veux accéder à une vérité absolue qui est simplement une vérité qui, dans votre tête, est représentée par un nombre, ou éventuellement deux. Eh bien, ce que va vous dire le statisticien, ce que va vous dire le probabiliste, c'est que la représentation bien plus riche, qui va vous permettre de faire énormément de choses,
c'est une représentation où ce qui va vous intéresser, c'est plus du tout des nombres, c'est une infinité de nombres, et c'est plutôt la distribution des valeurs de ces nombres. Et si vous mesurez bien, évidemment, vous allez tourner autour de la vérité de la couronne. C'est pour ça que vous avez la couronne qui est au-dessus de la bosse, là, et que ce que j'ai représenté, c'est toujours pareil, masse, volume et distribution de probabilité. Et que finalement, quand je représente mon accès à l'information par une distribution de probabilité, je suis plus du tout dans la même situation psychologique que quand je représente ma réalité avec des nombres. Dans ma réalité avec des nombres, l'incertitude, c'est un manque. Alors que là, avec une distribution de probabilité, je suis en train d'essayer d'avoir un accès à l'information, à ma réalité bien plus riche que celle qu'on peut avoir justement uniquement avec des nombres. J'ai une infinité de nombres sous la main que je vais manipuler, si vous voulez. Et ça change tout. C'est-à-dire que l'incertitude, c'est plus l'accessoire, c'est le fondamental, parce que l'incertitude, c'est la distribution de probables. Et c'est grâce à cette distribution de probables qui devrait être manipulée par tout ce que produit un processus de mesure qu'on va pouvoir faire énormément de choses, et notamment savoir si on coupe ou non la tête de l'orfèvre, et j'en resterai là, tout simplement parce que c'est quoi une mesure? Ce n'est simplement qu'une réalisation d'un objet qu'on appelle une variable aléatoire en statistique. Alors c'est là où je vous fais peur, évidemment, c'est là où... et c'est parce que la mesure n'est qu'un événement parmi plein d'autres, mais dont je suis capable de contrôler la distribution, que je vais pouvoir évaluer des risques, et que je vais pouvoir décider si cette mesure que j'ai faite, que j'écris en blanc, elle est plutôt du côté de la masse d'or qui a été donnée par le roi, ou plutôt, et vous voyez bien que le problème qui se pose, c'est qu'évidemment, en fonction de la taille de ces distributions, la mesure que vous avez, elle risque de changer complètement vos décisions. Voilà l'évolution, voilà la révolution, et c'est pour ça que Jean-Michel ne savait pas trop quand il m'a demandé à qui il avait affaire, et que c'est pour ça d'ailleurs, il va prendre la parole après la pause, je pense, pour dire à quel point je suis un grand malade. Voilà, merci beaucoup.